L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo reçoit le président du CESEC de Côte d'Ivoire, porteur d'un message du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Une rencontre en marge de la 30e Assemblée générale d'Afreximbank ouverte hier à Accra sous le thème de l'augmentation des échanges entre les pays africains. La facilité d'investissement à long terme, FILT dénommé CDC-CI Capital, officiellement lancé ici à Abidjan, un programme d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA pour le secteur privé pour plus de compétitivité sur le long terme et permettra également de participer à la croissance du pays. Et puis hors de nos frontières, après 4 ans d'absence, c'est le grand retour du Salon du Bourget. Pendant une semaine, le Salon international de l'aéronautique se fait l'écho d'immenses défis, tels que la décarbonation des avions. Une délégation du secteur de la Défense en Côte d'Ivoire y est conduite par le ministre ivoirien de la Défense, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec cette audience au sommet de l'État ghanéen. Le président du CESEC de Côte d'Ivoire a été reçu par le chef de l'État du Ghana, représentant le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, aux 30e Assemblée annuelle d'Afreximbank. Eugène Akaouele était porteur d'un message du président ivoirien. La qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et les grands objectifs de cette rencontre pour l'économie panafricaine ont fait l'objet des échanges. Le président du Ghana et son hôte ivoirien ont résumé leur entrevue au micro de RTI1. On regarde. Porteur d'un message de la part de son Excellence, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour son très cher bien-aimé président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, à l'occasion donc de la tenue des assises de Afreximbank et également du 30e anniversaire de la dite banque. C'est ce message donc que je viens de transmettre à son excellent Nana Akufo-Addo. Il s'agit bien sûr de Afreximbank, qui est une banque panafricaine qui donc se veut à l'avant-garde dans la promotion du commerce et des relations entre les pays africains. Afreximbank est à l'Afrique ce que naguère Ecobank fut pour la CEDEAO avant d'être aujourd'hui une banque panafricaine. Donc, au moment où on parle des éclafs, des actes d'échange entre les différents pays africains, je crois que c'est un moment extrêmement important. La banque a une vision pour l'Afrique et naturellement le président Alassane Ouattara, dont on connaît la compétence en matière économique, un banquier connu au plan mondial. Sa présence était fortement donc sollicitée ici par le président Nana Akufo-Addo pour contribuer donc à la mise en œuvre de cette vision de la Banque panafricaine. Mais ces charges ne lui ont pas permis d'être ici. C'est la raison pour laquelle je suis venu le représenter. Le conseiller on est très navré que le président Ouattara n'a pas pu venir lui-même parce que ses compétences dans les domaines dont on va adresser à cette conférence, ça c'est des compétences sans équivoque, c'est les meilleures dans l'Afrique. Alors il aura fait une grande contribution à nos discussions, mais c'est parfait. Mais je comprends très bien qu'il y a des autres engagements à faire. Mais c'est quelque chose de très important pour nous. La première transaction que cette banque a fait il y a 30 ans, c'était une transaction avec Ghana Cocoa Board. Alors depuis là jusqu'à aujourd'hui, on a un contact très, très, très étroit avec la banque. La banque fait beaucoup de travail pour nous tous, pas seulement pour Ghana. Alors on est très fiers qu'il nous a choisis pour siéger cette 30e anniversaire ici au Ghana et on pense que tout va bien.
Et voilà, c'était le président du CESEC reçu par le président du Ghana en marge des 30e Assemblées annuelles d'Afreximbank, le président du CESEC de Côte d'Ivoire, qui était porteur d'un message du président de la République de Côte d'Ivoire. Les réflexions des banquiers, gouvernants et experts porteront sur le thème « Concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains ». Et on le rappelle, Afreximbank est une banque panafricaine spécialisée dans le développement du commerce sur le continent depuis 30 ans. Le compte-rendu des premières heures de cette rencontre panafricaine vous seront proposés au cours de nos prochaines éditions par notre envoyé spécial à Accra, Didier Nguessan. Ici en Côte d'Ivoire, les mécanismes pour le développement des entreprises évoluent. La facilité d'investissement à long terme, dénommée CDCI Capital, est officiellement lancée. C'est un capital de 38 milliards de francs CFA pour des entreprises plus compétitives et renforcées dans leur participation à la croissance de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. Comment passer de l'entreprise familiale ou de la start-up de 5 personnes à une firme de 15 employés, de 50, 200 et plus? Comment s'outiller pour augmenter la productivité de ses employés? Comment acquérir et cultiver des talents pour délivrer ses services et ses produits à haute valeur ajoutée? Il faut du capital. Ce capital, l'État le met désormais à disposition via la facilité d'investissement à long terme, la FILT. Non seulement nous apportons des capitaux propres nouveaux, mais nous permettons aussi aux banques et aux autres apporteurs de fonds de rajouter, puisque à ce moment-là, on dira que la FILT aura dérisqué les opérations donc des banques et des autres activités. L'initiative lancée ce lundi à Abidjan devrait apporter une source complémentaire au financement des banques. De façon pratique, il s'agit d'un financement global d'environ 38 milliards de francs CFA repartis entre 2 guichets. Le premier d'un montant de 8 milliards destiné aux projets portés par les jeunes, quand le second lui concerne les grandes entreprises engagées notamment dans l'investissement vert d'un montant de 30 milliards de francs CFA. Depuis plus de 10 ans, nous orientons nos actions et dispositifs stratégiques vers le développement d'un secteur privé fort, gage de stabilité et de puissance pour notre pays comme pour notre sous-continent. La facilité d'investissement à long terme, dite CDCI Capital, va y jouer un rôle important, crucial même pour qu'adviennent de nouvelles générations d'entrepreneurs, pour qu'advienne une Côte d'Ivoire encore plus prospère et donc encore plus solidaire. La FILT permettra de faire des investissements directs dans les entreprises et aussi des investissements à travers d'autres intermédiaires. Notons que le PC7 s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 du programme social du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire. Et nous sortons des frontières ivoiriennes pour le grand spectacle de l'innovation aéronautique et spatiale qui s'est ouvert aujourd'hui dans la commune du Bourget en France après la parenthèse de la Covid-19. Ce salon international de l'aéronautique est la plateforme de toutes les ambitions aussi pour la Côte d'Ivoire qui enregistre une participation de la délégation de l'armée conduite par le ministre ivoirien de la Défense, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. La montée en puissance de l'armée prend ses repères. C'est avec Michel Digré. L'industrie de la défense au cœur de ce 54e salon international de l'aéronautique et de l'espace à l'aéroport du Bourget à Paris. Arrivé à bord d'un hélicoptère H160, dernier né de la gamme d'Airbus, le président français Emmanuel Macron a passé une grande partie de la journée sur place. Ce salon est traditionnellement marqué par les méga commandes d'avions, des démonstrations en vol et des présentations technologiques. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous international de l'aéronautique. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, conduit la délégation ivoirienne à cette édition 2023. C'est un salon qui est important, c'est le plus grand salon du monde d'ailleurs. Et comme vous le savez, l'armée ivoirienne a un objectif de monter en puissance. Et il est bon que nous puissions venir sur place pour voir en fait les opportunités qui nous sont offertes en matière d'aviation, d'hélicoptères, de drones et de tout ce qui donc concourt à la montée en puissance de l'armée de l'air. Donc c'est la raison de notre présence à Paris depuis ce matin pour quelques jours, parce que tous les fournisseurs du monde sont présents ici et nous allons faire le tour pour voir un peu quelles sont les opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir aller à la montée en puissance de l'armée de Côte d'Ivoire. Le salon accueille 300 délégations officielles venues d'une centaine de pays.
L'événement devrait battre tous les records d'affluence avec plus de 320 000 visiteurs attendus jusqu'au 25 juin prochain. Et la Côte d'Ivoire est aussi à l'école de l'expertise agricole française, un peu plus au nord du territoire français. Des cultures de légumes à la transformation laitière, les exploitants ont livré les secrets de leur technique de production à la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, suivant ce témoignage de Mamadou Kouassi. Livaro, ou le village du fromager. Ici, l'activité principale est la fabrique du fromage depuis des générations. Une bâtisse sert spécialement à l'exposition de ces outils qui ont servi à la fabrique du fromage depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la production s'est modernisée et connaît une croissance. Donc nous fabriquons les 4 fromages d'appellation d'origine protégée. Nous transformons le lait de 101 exploitations laitières et ce sont 260 personnes qui vont produire plus de 3600 tonnes de fromage et 900 tonnes de crème fraîche par an. L'entreprise pionnière du fromage en France est visitée par la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs. De la production du lait à la confection du fromage, elle a pu découvrir ces pratiques qui peuvent facilement s'exporter dans son district. Après les fromages, c'est le jardin de Sophie qui accueille la délégation. Une superficie de 3000 hectares de culture de plusieurs produits maraîchers. J'ai repris l'assolement de mon arrière-grand-père et avec ces changements de climat, j'ai intégré la patate douce, le sorgho qui est une culture très importante pour nous ici puisqu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et ça a été la découverte l'an dernier suite à cette énorme sécheresse que nous avons vécue ici. Là maintenant il y a aussi les premiers pieds d'ananas qui sont arrivés, les pistaches, le gingembre qui va être en expérience aussi. Tous ces produits sont servis dans les grandes surfaces et vendus en petite quantité sur place. Des techniques culturelles qui intéressent bien la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi. On vient avec un esprit d'adapter ce qui est adaptable chez nous. Pas venir faire du copier-coller, pas du tout. Mais il y a toute cette méthodologie de mécanisation qui nous intéresse également. Il y a toute cette méthodologie d'exploitation, n'est-ce pas? Comment vous utilisez l'eau, comment vous économisez l'eau, puisque vous n'en avez pas assez. Nous, par contre, on en a souvent trop. Comment est-ce qu'on peut faire des réserves et autres, et puis permettre donc à nos agriculteurs et cultivateurs de pouvoir justement utiliser cette eau, et puis au moment où on entre dans la saison sèche. Ces agriculteurs ont rassuré la ministre-gouverneure et sa délégation de leur assistance dans la mise en œuvre de ce projet dans les régions de l'Ifou, du Nzi et du Bélier. Et ici à Abidjan, des projets sont envisagés en vue d'organiser ou bien organiser les artisans. La Chambre régionale des métiers Est d'Abidjan prévoit instituer l'immatriculation, le registre de métiers ou encore la carte professionnelle. Un plan qui a été dévoilé à l'occasion des artisans élus, donc de leur présentation au sein de leur coopération, dont les mérites ont été salués par la maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, suivant ce compte-rendu de Patricia Omouetia. Ils sont 96, les élus de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est. Ils viennent d'être investis par la ministre d'État Candia Camara, maire de la commune d'Abobo. Le nouveau président de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est, qui fait partie des élus, annonce des stratégies pour redynamiser le secteur de l'artisanat. Il faut permettre à nos artisans d'avoir l'immatriculation, avoir le registre des métiers, avoir la carte professionnelle, permettre à nos artisans de sortir de l'informel. Ensemble, nous pourrons démontrer aux autorités que l'union, la force, la solidarité et l'esprit d'équipe nous permettra de pouvoir avoir un développement. Pour sa part, Candia Camara a rendu un vibrant hommage aux personnes exerçant dans le domaine de l'artisanat. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se développer sans vous? Vous êtes les premiers artisans dans l'économie de ce pays. Pour être bien habillé, il faut les membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Pour être bien chaussé, il faut les membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. En un mot, la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer de vous. La ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, a par ailleurs mis en exergue l'important rôle que jouent ces artisans dans le développement économique du pays. Chers membres de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, vous avez un rôle important, vous jouez un rôle important et vous pouvez compter sur le président Alassane Ouattara, sur le gouvernement pour vous aider à réussir.
Parce que si vous réussissez, c'est la Côte d'Ivoire qui avance. La commune d'Abobo abrite désormais le siège de la Chambre régionale de métiers Abidjan-Est. Pour rappel, plus de 240 corps de métiers sont répartis en 8 branches pour la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Une économie, c'est aussi des capitaux rapatriés et le forum RIPAT 2023 présente aux Ivoiriens de l'extérieur un plan d'investissement sécurisé, des opportunités d'affaires pour ceux qui nourrissent l'ambition de revenir s'installer dans leur pays d'origine, suivant ce point rapporté par Laure Goretti et Sephora Zegui. Le forum RIPAT 2023, un rendez-vous de la diaspora africaine. L'initiative vise à bâtir une stratégie d'investissement au profit de cette diaspora, mobiliser les capitaux et les savoir-faire pour le développement du continent africain. L'idée est soutenue par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et des partenaires financiers. Les Africains, plus particulièrement les Ivoiriens de l'étranger, sont invités à revenir investir au pays avec un accès facile au financement. Ce forum, effectivement, s'inscrit dans la dynamique du développement de notre pays par le réseau d'influence qu'on peut avoir en mettant en connexion les personnes, les opportunités d'affaires dans le pays. Nous avons décidé de revenir nous-mêmes, de faire un retour à la patrie et de faire un forum RIPAT qui répond à un besoin de la diaspora africaine qui veut rentrer. Nous aurons identifié pour l'année prochaine 200, 300, 400 membres de la diaspora qui ont des projets, qui partagent l'esprit Forum RIPAT et qui viendront investir. Nous aurons identifié 200, 300 PME pour qu'ils puissent rencontrer la diaspora, pour pouvoir bénéficier de soutien financier. Ils pourront à travers cette plateforme rencontrer, échanger et investir dans divers secteurs. Nous attendons de la part de la diaspora ivoirienne une contribution encore plus forte. Le moment était venu pour eux de venir en Côte d'Ivoire pour venir avec la somme d'expérience, d'expertise, de moyens pour certains qu'ils ont pu réunir à l'étranger pour venir apporter leur contribution à la construction de leur pays. Au cœur de ce forum, des chefs d'entreprises ivoiriennes et étrangères exposent sur les axes de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie. L'accent est mis sur les opportunités et synergies d'action pour développer l'Afrique. Des investissements pour le secteur privé. La fonction publique enregistre elle aussi des changements à l'occasion des 3e journées de la fonction publique. Et la dernière innovation en date, c'est bien le système de signature électronique. On en sait davantage dans ce reportage de Grace Kando. L'administration publique régulièrement critiquée pour sa lenteur dans la signature des actes administratifs. Ainsi, pour contribuer à l'avènement d'une administration publique entièrement digitalisée, orientée vers la satisfaction des usagers, le ministère de la fonction publique opte pour le déploiement de la signature électronique dans le traitement et la délivrance des actes. Sur le volet sécuritaire, c'est un projet qui génère un fichier PDF. Et le fichier PDF, tout le monde peut le façonner. Et ce document PDF, vous pouvez le prendre, mais le document à l'intérieur a des insignes, a des indications qui sont propres à notre élément de sécurité. Donc si ce document se retrouvait par inadvertance chez quelqu'un, alors on a la possibilité aujourd'hui dans notre système de SIGFAE de montrer effectivement que ce document est un document authentique ou pas. Au niveau du ministère de la fonction publique, le déploiement de la signature électronique consiste à mettre en place un dispositif qui permettra à Madame le ministre de signer électroniquement les actes issus du SIGFAE afin qu'ils soient directement intégrés à l'espace fonctionnel de l'agent public. Un projet qui a bénéficié de l'appui technique de l'Autorité des régulations des télécommunications ARTCI. La signature électronique permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la validité juridique des documents électroniques émis dans le cadre de l'administration publique. C'est un pas en avant majeur vers la transformation numérique de notre pays et vers une administration publique plus efficace et transparente. La signature électronique présente des avantages. Les avantages induits de ce projet sont précieux, aussi bien pour l'administration que pour l'usager client. Et nous pouvons entre autres évoquer un accroissement de la sécurité des actes, la célérité dans le traitement des actes et enfin, en matière de stockage des documents,
C'est aussi donc un gros avantage. Pour 2023, 4 départements ministériels sont concernés. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de la Construction, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce nouveau système de gestion efficace va s'étendre à toute l'administration publique ivoirienne. Nous parlons à présent de politique avec les avantages à intégrer le RHDP présenté dans la région du Bélier par le président du Sénat et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'entretenait avec les populations de Tienne-Décro, le peuple ban de la région du Bélier. Le reportage de Kader Sogodogo. Tienne-Décro, la mobilisation n'a pas failli pour cette grande rencontre des oufouettistes. Le maire de la localité s'en réjouit déjà. Vous, pour qui nous nous battons chaque jour pour apporter le bien-être dans notre zone, je suis heureux de constater que vous ayez compris notre message en décidant de vous mobiliser pour le développement. Jano Aousou-Kouadio, membre du présidium du RHDP, et Kobenan Kwasi Adjoumani, coordonnateur RHDP du Gontougo, sont à la rencontre du peuple Ngban. Objectif, ratisser l'âge pour les échéances électorales à venir. Je suis venu, j'ai d'abord rencontré les chefs pour leur passer un grand message. Le message de la cohésion, de la fraternité autour de nos différents candidats. Vous avez vu l'effervescence et les clameurs de façon joyeuse qui ont accompagné nos propos. L'union sacrée, la cohésion autour du parti d'Alassane Ouattara, Jano Aousou-Kouadio, indique le chemin à suivre. Toute politique qui est basée sur la haine est une mauvaise politique. La politique est faite pour rassembler. Et nous, les oufouettistes, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, nous sommes là pour rassembler sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, qui a rassemblé toute l'Afrique. Oui, le RHDP a pour vocation de rassembler tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour bâtir. Les têtes couronnées fortement mobilisées pour la circonstance et l'ensemble des populations de Tienne-Décro félicitent le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement à travers le pays. Il rassure les émissaires du RHDP quant à leur engagement total à choisir la voie du développement. Et les mouvements renforçant la sensibilisation du RHDP sont en grand nombre. Le mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote le RHDP est présenté dans l'un des nuits du Ablin. Et c'est avec le reportage de Alexis Ouedraogo et Angela Diallo. Un nouveau mouvement pour soutenir les actions de développement du chef de l'État. Pour sa sortie officielle, c'est la localité d'Abradinou dans le département de Bétier qui a été choisie. Ce village de la région de l'Indigné-Djuablin donne ainsi le top départ des activités du dit mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote RHDP. Le mouvement J'aime Alassane Ouattara, je vote RHDP est né de notre profonde conviction en la vision et le leadership de notre président, ainsi que de notre engagement à soutenir le parti. C'est tout le pays, toute la Côte d'Ivoire qui est en pleine transformation aujourd'hui. C'est cela le développement équilibré d'une nation mené par un expert en développement qui a fait ses preuves à travers le monde. Un mouvement soutenu par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Cher Bouaka Pascal, tu as vu juste de créer ce mouvement de manière de soutenir et de magnifier notre président Alassane Ouattara. Il y a un ami qui me dit, je vais venir en Côte d'Ivoire en septembre prochain. Je lui ai dit, quand tu vas arriver, il faut que tu sois accueilli à l'aéroport par quelqu'un, sinon tu ne vas pas reconnaître Abidjan. Représentant le Premier ministre, Joseph Seka invite les populations à se mobiliser pour les prochaines échéances électorales. Le Premier ministre Achipati nous demande de savoir dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Abradinou bénéficie depuis 2013 d'une connexion au réseau électrique national réalisée parallèlement à une extension de l'électrification de la localité, un collège de proximité et un bac qui facilite la traversée du fleuve Comoé.
Et les femmes très engagées au niveau social reçoivent un soutien pour leur autonomisation. C'est dans la ville d'Aboisseau avec le président du CESEC, Eugène Akaawele, le développement de Jean-Marc Djadji. Ces femmes veulent contribuer au bien-être de leurs familles respectives, mais également au développement de leur localité. Ce sont les femmes de la sous-préfecture d'Adaou, réunies au sein de l'association Yeyokon. Soyons unis, langue Annie sans vie. Objectif, atteindre l'autonomisation. Notre souhait, c'est qu'on puisse aider les enfants, même les orphelins, les enfants de la rue, et puis aider les femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Cette volonté d'entreprendre, elles l'ont signifié au Dr Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, président du Conseil régional du Sud Comoé. Les femmes d'Adaou sont invitées à prôner l'union et la solidarité. Madame Dominique Ouattara a mis à notre disposition de 300 à 500 millions pour vous les femmes qui voulez aller vers l'autonomisation. Vous pouvez vous inscrire dès le 26 juin. Il y aura déjà une formation pour celles qui sont candidats en vue donc d'avoir accès à ce fonds. Un concours Aoulaba désignant la plus belle mère et un match de football féminin ont marqué également cette célébration à Adaou. Et pour renforcer les initiatives des populations, le Conseil régional du Tongpi apporte de nouvelles infrastructures dans cette localité. Il s'agit d'une école primaire de 6 classes dans le village de Zouzousso et un centre de santé dans la région du Tongpi, chef-lieu du département de Biankouma, donc dans le village de Zouzousso. C'est un projet de développement matérialisé sous le signe de la reconnaissance et de la paix, le point de Marie-Chantal Akanda. Dans la région du Tongpi, situé à 14 km du chef-lieu du département de Biankouma, le village de Zouzousso célèbre une avancée majeure pour sa population. À l'initiative du conseil régional, 2 nouveaux édifices ont été inaugurés, un centre de santé moderne et une école primaire de 6 classes. Ces initiatives de développement contribuent non seulement à renforcer la cohésion sociale, la paix et la fraternité au sein de la communauté, mais également à offrir des opportunités éducatives et de santé essentielles. Les populations de Zouzousso se réjouissent de ces réalisations qui amélioreront leur quotidien. Nous sommes tellement fiers de cet édifice-là, parce que ça va permettre à nos parents de se soigner. Et nos mamans, pour aller à l'hôpital, on les transporte en moto. On transporte nos parents en moto pour aller à l'hôpital. Donc nous offrir un dispensaire, vraiment on ne peut que dire merci au ministre Mabri. En tant qu'agent de santé, nous avons pour objectif, et selon l'objectif fixé par le ministère de la Santé, c'est que nous contribuons au rétablissement de la santé de nos différentes populations. Et donc c'est un honneur pour nous de recevoir un centre de santé pour contribuer toujours selon la politique de rapprochement du gouvernement, santé et population. Le président du conseil régional du Tongpi a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts en construisant d'autres établissements sanitaires de qualité. Aussi, il s'engage à apporter un soutien au secteur de l'éducation en vue d'offrir aux enfants de la région des opportunités d'apprentissage optimales. Ces actions de développement témoignent de la vision du conseil régional du Tongpi et de son engagement à promouvoir le bien-être et le développement durable dans la région. Et l'engagement de la Côte d'Ivoire au niveau du secteur de la santé enregistre pour cette journée du 19 juin la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et la politique ivoirienne place les enfants au cœur de la lutte. Ce point de Amidia Rassouba et Jean-Marc Djadji. Espace Bressol dans la commune du Plateau. Ce matin, plusieurs enfants accompagnés de leur encadreur, âgés de 5 à 10 ans, se font dépister contre la drépanocytose. Curieux ou anxieux, ces gamins veulent connaître leur statut. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 2% des nouveau-nés naissent avec la forme la plus grave de la maladie, SS, parmi lesquels 50 à 75% décèdent avant l'âge de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est porteuse de l'hémoglobine S. Cette journée de dépistage est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques.
Elle vise à sensibiliser les populations sur la drépanocytose à travers un dépistage précoce et massif. Depuis 2006, nous sommes à la tâche pour faire la sensibilisation et l'information. Ce n'est pas maman seule qui donne la maladie. C'est quand papa et maman ont le gène dans le sang, c'est-à-dire si papa est AS, maman est AS, l'enfant peut prendre les deux S et ça devient une drépanocytose majeure. Plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en vue de l'éradication de cette maladie. Cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est une occasion très importante pour nous de faire de la sensibilisation et puis de faire un point sur les avancées de la lutte contre la drépanocytose dans le monde et particulièrement dans notre pays. On doit se focaliser sur la prévention. Dans ce cadre-là, il y a des ONG qui œuvrent dans la lutte contre la drépanocytose, qui sont accompagnées par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi la prise en charge aussi, qui est accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire à travers la mise à disposition des médicaments à la PSP. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche les globules rouges. Elle se manifeste notamment par l'anémie, les crises douloureuses et un risque accru d'infection. En Côte d'Ivoire, cette célébration a été marquée par le dépistage des tout-petits. En sport, le champion du monde de taekwondo de la catégorie des plus de 87 kg est à Abidjan depuis hier dimanche. Il a présenté sa médaille au ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. On le voit dans ce reportage de Michel Digré. Après son sacre le 4 juin dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, le champion du monde de taekwondo de la catégorie plus de 87 kg présente sa médaille à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Pour Cissé Cheikh Salah, défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire est un sacerdoce. L'enjeu est d'inviter tous les jeunes Ivoiriens à intégrer cet état d'esprit au quotidien et ce, dans leurs activités respectives. Je suis en mission en tant qu'ambassadeur à défendre les couleurs de notre drapeau partout dans le monde. Et je pense qu'à mon retour, c'était super important de présenter cette médaille-là à maman, la ministre. Et donc, c'est l'initiative que j'ai eu à faire aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir. J'aimerais remercier tout le gouvernement. J'aimerais remercier aussi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui donne l'opportunité à toute la jeunesse, avec l'année de la jeunesse qui a été instaurée pour cette année, à pouvoir réaliser leurs rêves. Nous sommes très fiers de cette médaille qui nous ramène. Fiers aussi de tous les autres trophées qu'il a déjà remportés. Et dire qu'il est un vrai ambassadeur de la Côte d'Ivoire parce qu'il représente la Côte d'Ivoire au plus haut niveau, au sommet du monde. Mais je voudrais surtout le féliciter, le remercier d'être ce modèle-là pour la jeunesse ivoirienne. Des performances inspirantes pour la jeunesse ivoirienne. Cissé Cheikh Salah se dit prêt pour les prochaines batailles, notamment celle des Jeux Olympiques de Paris, où il essayera de rééditer l'espoir de Rio 2016. Allez, cet exploit de la Côte d'Ivoire met un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour de meilleures nouvelles d'ici et du monde.